Donc je vais évoquer deux notions qui sont la déprogrammation ou la déstructuration. C'est des notions qui sont proches. Et d'autre part, la programmation ou la restructuration. La programmation, c'est quoi? C'est donner finalement une information pour changer un comportement qui nous fait problème ou pour changer un vécu par rapport à une situation. Okay? La structuration, c'est un tout petit peu différent, mais ce sont quand même des notions qui sont assez proches. Alors, il y a beaucoup de pratiques d'accompagnement thérapeutique, de bien-être, qui consistent en fait à programmer. C'est le cas de beaucoup d'hypnose, c'est le cas aussi de la pensée positive, où ce qu'on cherche, c'est un résultat. Par exemple, on cherche à arrêter de fumer, donc on va faire un programme pour associer le tabac et le dégoût, par exemple. Okay? Donc ça, c'est de la programmation. Je vais illustrer ces deux notions à travers ce que je vous propose comme pratique. Donc là, on est dans un stage souffle et voix, et parfois vous sont proposés, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, des outils d'hypnothérapie. Alors, le souffle et voix, c'est vraiment basé sur le corps, corps, souffle, voix, et il y a cet aspect de déstructuration, de déprogrammation, si l'on veut, qui est commun avec l'hypnothérapie. L'hypnothérapie, c'est une pratique qui, ce sont des techniques de lâcher prise, qui recourent à des inductions hypnotiques, mais plus que de l'hypnose, en réalité, c'est plutôt du zen, accompagné, facilité par des inductions hypnotiques. L'hypnothérapie, c'est complètement différent de beaucoup d'hypnoses qu'on voit qui, justement, s'intéressent à la programmation. Okay? Donc ces outils d'hypnothérapie ne sont pas obligatoires dans le cadre du souffle et voix, mais on constate qu'ils sont parfois utiles, c'est pour ça que je les propose. Et puis, il y a la combinaison des deux qui se fait dans des stages particuliers, qui sont les stages d'hypnophonie, où on combine systématiquement hypnothérapie, souffle et voix sur tous les passages. Okay, ce qui donne aussi une atmosphère différente, parce que dans le souffle et voix, ce qui est privilégié, c'est l'aspect vocal, il y a le rythme, il y a l'énergie, la vitalité, et aussi des temps méditatifs dans le chant. Mais quand on est en hypnophonie, les temps d'hypnose se dilatent énormément le temps. Donc on est dans une pratique un peu plus yin, quoi, un peu plus hors du temps. Ce sont deux pratiques aux énergies différentes. Voilà, on peut dire ça comme ça. Le point commun entre hypnothérapie et souffle et voix, c'est que ces deux pratiques ont recours à la déstructuration. Et il ne peut pas y avoir, à mon sens, d'accompagnement efficace, un travail de fond, on va dire, sur le long terme, s'il n'y a pas de temps de déstructuration. En souffle et voix, en fait, on est prisonnier dans des structures de corps qui sont un peu tendues, comme ça. Et la déstructuration, ça va consister à donner des indications corporelles, respiratoires, pour que la personne redescende vers son centre de gravité au niveau du hara, okay, qu'elle puisse à nouveau accéder à ce centre-là. À partir du moment où on a ce centre, donc ça nécessite de déstructurer des tensions dans le corps, d'enlever des tensions, il y a un deuxième temps, dont on parlera après, qui va venir. Okay? Donc ce travail de déstructuration, il est là, il enlève des tensions dans le corps, et les tensions dans le corps, c'est lié à des mémoires, hein, donc voilà. En hypnothérapie, on enlève aussi des tensions. On enlève des tensions physiques, ça travaille aussi sur le physique, même si ça paraît beaucoup moins matériel comme approche, il y a des changements physiques.
Et l'intérêt de l'inothérapie, c'est qu'on va pouvoir enlever des ciblés de manière un petit peu différente, notamment en enlevant les peurs, les culpabilités, des images de soi, des interdits, qui sont aussi des choses qui freinent la personne dans son accès à son énergie et qui ont trait à des expériences négatives du passé. Okay ? Là encore, il s'agit bien d'enlever. Alors, l'intérêt de l'inothérapie, c'est que par rapport au souffle-voix, notamment, ça facilite l'accès au non-agir. Dans l'inothérapie, on est très très clair et très explicite sur, on va dire, des techniques pour se laisser faire. Okay ? En souffle-voix, cette notion de non-agir, elle est centrale aussi, elle est capitale, mais c'est plus compliqué de la toucher au départ parce que, en souffle-voix, on est dans un acte. Et quand on est dans un acte, il y a toute la tension de vouloir faire qui reprend le dessus. Et il y a l'anxiété. Donc les tensions vont se superposer, souvent dans un premier temps, aux gestes respiratoires, corporels, vocaux. Hein, c'est souvent quand on a plongé dans la pratique, qu'on lâche prise dans le souffle-voix, par le biais d'une posture, par exemple, que la personne commence à se laisser faire. Ok ? Voilà. Et donc, elle vit cette expérience qu'un acte peut se faire à travers elle, celui de chanter, c'est-à-dire qu'un acte se fait dans une dimension de non-agir. Mais ça va se toucher dans un second temps. Et l'intérêt de l'inothérapie, c'est que ça va se faire tout de suite. Et en plus, ça donne des outils très explicites pour pouvoir, entre guillemets, reproduire les conditions de l'expérience. Alors, il y a un deuxième temps où là, l'inothérapie et le souffle-voix ont un point de vue différent. C'est le temps de structuration ou de programmation. En inothérapie, on se contente d'enlever des tensions. On ne programme rien parce qu'on considère que pour programmer et pour que ce soit respectueux de qui est la personne, il faudrait savoir qui est la personne au fond. Et en inothérapie, on considère qu'on ne sait pas, et comme on est dans une optique vraiment de laisser faire, une fois qu'on a enlevé les tensions, il n'y a pas de suggestion sur un projet, en fait. On considère que tout est ouvert et qu'on va faire confiance au corps ou à l'énergie, ça dépend comment on l'entend, pour prendre sa place. Ok ? Voilà. Ça, c'est extrêmement important parce que ça diffère beaucoup d'approches hypnotiques qu'on voit couramment, où on veut aller à un résultat. Et je trouve l'abord de l'inothérapie extrêmement sage, prudent, et finalement, ça laisse le champ ouvert sur plein de possibles. Peut-être que si on laisse venir, la vie sera aussi beaucoup plus surprenante et beaucoup plus féconde que tous les projets qu'on aurait pu imaginer. Okay ? Donc, il y a cet aspect-là. En souffle-voix, c'est différent. En souffle-voix, il y a un aspect restructuration, donc quelque part, une espèce de reprogrammation qui fait partie du travail. Mais, à la différence de plein d'autres pratiques, où cela passe par des mots, ça passe par des concepts, la restructuration en souffle-voix se fait en touchant le son fondamental de la personne. Alors, dans l'idéal, c'est un son fondamental. Parfois, c'est un son qui approche du son fondamental.
mais quand même, dans ce son pas tout à fait fondamental, justement, il y a quand même l'information derrière. OK? De ce grain de son qui est propre à la personne. C'est un son, c'est le son du corps de la personne. Le son que la nature a donné à cette personne-là. Donc c'est une information capitale. Et en soufflez-voix, c'est avec ça qu'on va restructurer, en verticalisant ce son fondamental, donc à partir du centre. Et donc c'est bien une pratique de restructuration qui intervient après un temps de déstructuration, ça c'est important. Et donc, quelque part, c'est bien aussi une reprogrammation dans le sens où on donne une information et on va la laisser se développer sur toute l'étendue, le registre de la voix. Mais c'est très spécifique. Ça n'a rien à voir avec les programmations de concepts, tout ça, etc., puisque c'est un son. Et c'est un son qui vient de l'intérieur. Dans l'idéal, oui. Ouais. Ou en tout cas, on s'approche de ce son-là. Voilà. Ok, ça va, c'est clair ça? Oui. Je suis perdue, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on sait qu'on a déstructuré? Alors, ce que je dis est schématique. Ok? C'est-à-dire que pour la clarté de ce que je vous expose, il est important de dire temps de déstructuration, temps de restructuration. Ok? Mais dans l'absolu, tu ne vas pas complètement déstructurer quelqu'un, ce serait impossible, d'ailleurs, et puis après le restructurer. C'est-à-dire, tu déstructures avec ce qui est prêt à être enlevé, que ce soit en héinothérapie ou en soufflez-voix d'ailleurs, c'est exactement pareil. Ok? Et à chaque fois que tu déstructures, suivant les séances, tu arrives de plus en plus profond. Ok? Donc en fait, c'est toujours des allers-retours dans le principe. Ok? Mais pour bien que vous compreniez que la déstructuration est vraiment le temps fondamental, c'est important de le mettre en premier. Ok? Et la programmation, la structuration en deuxième. Ok? Ce temps de déstructuration, en réalité, il existe dans plein de disciplines traditionnelles. Si on prend le yoga, le Hatha Yoga par exemple, c'est quoi? C'est un yoga corporel avec une recherche de posture idéale, un corps idéal, une géométrie idéale. Ok? Normalement, dans la pratique du yoga traditionnel, il y a plusieurs années de préparation physique au préalable. C'est-à-dire que cette préparation physique, elle permet à la personne de revenir vers son centre de gravité, c'est-à-dire elle enlève toutes les structures caractérielles, névrotiques du corps, qui sont dans le corps, pour revenir au centre. C'est exactement le principe que l'on recherche quand je vous dis en soufflez-voix, on va toucher le fil à plomb. C'est-à-dire cette énergie qui descend dans le sol, à travers le bassin, cette pesanteur, sans laquelle il n'y a pas de véritable ancrage. Parce que souvent, les gens confondent la force et l'ancrage. L'ancrage nécessite d'abord du poids, de se laisser porter. Après, on restructure par le centre et la verticalité. Ça va? Alors, en fait, la structuration fait partie du soufflez-voix pour une raison aussi très simple, c'est que c'est quand même une pratique qui est très énergétique. Ça ouvre beaucoup d'énergie. On sollicite le vivant, l'animalité, le volcan de la personne. Donc, la personne, elle est un peu bousculée et ça ouvre quand même très vite et potentiellement très fort. Ça bouscule.
Et donc, il est d'autant plus capital, quand on a ouvert, parfois de manière un peu vive, de structurer derrière. OK? Pour donner finalement une espèce de direction, de contenant à cette énergie qui s'est manifestée. Sinon, il y a aussi des pratiques qui ouvrent beaucoup, mais qui structurent rien. Et qui ouvrent un peu dans la violence, quoi. Donc ça, c'est problématique. Donc en souffle-et-voix, on est obligé de structurer. Et c'est ça qui permet de s'établir dans ces fondations. Ouvrir et structurer. En héinothérapie, c'est différent parce que il peut aussi y avoir on l'a vu, hein, des séances qui sont très fortes. Mais si elles sont très fortes, on ne les a pas, entre guillemets, provoquées. C'est parce que ça devait sortir comme ça. OK? Donc, si ça sortait comme ça, il n'y a pas besoin nécessairement de restructurer derrière. Mais en souffle-voix, par contre, cette énergie, on structure. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que les deux pratiques se complètent. Hein. L'héinothérapie amène le non-agir, elle amène la capacité parfois à cibler certaines tensions très très vite, alors qu'en souffle-voix, on pourrait les enlever parfois avec un peu plus de temps. Mais le souffle-voix amène l'énergie, le rythme, le vivant, la matière, la structuration. Mais encore une fois, ces notions de structuration dans le souffle-voix, c'est des choses qui se font toutes seules aussi. Hein, c'est pour ça que c'est très proche de l'héinothérapie. Certes, on va toucher un son fondamental ou approchant, mais après, en fait, on laisse les choses se faire. Moi, de plus en plus au piano, je laisse les choses se faire parce que le corps a sa propre intelligence. À un moment donné, c'est faire confiance et rester présent à ce qui se passe, que ce soit dans une pratique ou dans l'autre. Héinothérapie. Héino, E-I-N-O. Ça vient de Einai, en grec, qui veut dire être. Donc c'est une thérapie de l'être par le fait d'être. C'est pas du tout prétentieux comme truc. Et c'est rigolo parce que le souffle-et-voix, Serge Wilfard a écrit un magnifique livre qui s'appelle Le chant de l'être. Hein, on est vraiment dans une optique de laisser émerger ce son, de laisser chanter. On est complètement à l'opposé des approches efficaces. Et donc, on n'est pas du tout dans du développement personnel. C'est vraiment, on dépouille, quoi. C'est du dépouillement personnel. Voilà, c'est un stage de Karcher. Voilà. Oui. Tu les choisis exprès, c'est bien. Alors ça vient du souffle-et-voix. C'est comme un mantra, en fait. Hein. Les I sont les sons de la verticalité. Et c'est une séquence de voyelles qui permet le développement de ce qu'on appelle des harmoniques, en fait. Hein. On les entend très très bien. Et puis il y a une logique dans cette vocalise, c'est qu'en fait elle va chercher la bonne pression, faciliter hein, la bonne pression du son. C'est pour que ça grandisse vers un flux qui est le A, mais le A, il doit rester aussi dans une continuité. Hein. Donc voilà. Le A est un son très compliqué à placer en chant parce qu'on peut le placer de plein de manières différentes. Donc c'est pour ça qu'il va se glisser dans une continuité. C'est pas un son qu'on met au début. Hein.
À l'école, chanter la la la, c'est les pires vocalises qu'on peut faire pour placer la voix. Hein. Voilà. Donc cette histoire en tout cas de programmation et de déprogrammation, c'est important parce que il y a des pratiques où il y a des gens, notamment en hypnose, c'est comme dans Matrix. On télécharge le programme pour piloter l'hélicoptère. Qu'est-ce que c'est pratique? Okay, donc là, on va télécharger le programme pour réveiller tel potentiel. C'est un peu de la toute-puissance aussi. Hein. Donc voilà, la démarche d'hypnothérapie, c'est complètement différent. C'est le bien-être est notre état naturel. Pour y revenir, il suffit d'enlever des tensions. Pour le reste, faisons confiance à la vie et à l'évolution et à l'harmonie naturelle. Et la recherche de l'harmonie naturelle, faciliter les conditions pour laisser émerger cette harmonie naturelle, eh bien ça fait partie de la recherche du soufflet-voix. Donc c'est deux pratiques qui vont très bien ensemble. Et elles ont aussi ce côté zen. Hein. Le soufflet-voix, c'est un côté très zen aussi. On enlève des vêtements, on enlève des pelures d'oignon, on enlève le superflu, et de là peut-être qu'émerge quelque chose de plus profond.